Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup hésité sur le format de ce que je vais vous parler maintenant, si j'allais le faire plutôt en vidéo ou en live. Et puis, comme je ne sais pas du tout comment je vais réagir à l'histoire que je vais vous raconter, je préfère quand même le faire en vidéo. J'espère qu'elle sera en une traite et qu'il n'y aura pas de coupure et que ça va aller. Donc je me présente, je m'appelle Florence, j'ai 35 ans, j'ai été puéricultrice pendant 11 ans et ici j'ai une reconversion professionnelle depuis 3 ans. Euh, je précise quand même que j'habite en Belgique parce que la puériculture, être puéricultrice, c'est pas la même chose en France et en Belgique. Donc je précise juste que je suis en Belgique. Et en fait, donc cette reconversion professionnelle, c'est un petit peu imposé à moi, malgré moi. Euh, Parce que en 2019, on m'a détecté une endométriose et adénomiose. Donc on entend de plus en plus parler de l'endométriose. Donc ce sont des nodules d'endomètre qui se développent en dehors de l'utérus, qui peut toucher énormément d'organes, les ovaires, ça peut toucher la vessie, l'intestin, ça peut toucher l'estomac, ça peut toucher énormément d'organes. Et l'adénomiose, c'est un peu la cousine de l'endométriose. Donc c'est des nodules d'endomètre qui en fait ne partent pas au moment des menstruations et qui restent, qui s'accrochent à la paroi utérine. Donc moi je suis atteinte des deux maladies et je l'ai découvert en 2019. C'est souvent au moment où on a envie d'avoir famille, que ça ne vient pas, qu'on fait des examens et c'est là qu'on a détecté ça. On m'a proposé de me faire opérer pour nettoyer toute l'endométriose et vérifier en même temps les trompes et les débouchés si les trompes sont bouchées. Donc je me fais opérer en mai 2019. L'opération a été très compliquée, donc ça c'est ce que le chirurgien m'a dit après. Il ne s'imaginait pas l'ampleur en voyant tous les examens que j'avais faits. Il ne s'imaginait pas cette ampleur-là. Il a bien compris les douleurs que j'avais eues toute ma vie à partir du moment où j'ai commencé à avoir des menstruations. Et en plus de ça, la texture de l'endométriose était calcaire, était vraiment une texture de calcaire et il a dû tout gratter. Alors il y a différentes façons de nettoyer. Lui, en 2019, a utilisé la façon de gratter. Il y en a d'autres qui brûlent, etc. Donc ça dépend vraiment d'un médecin à l'autre. Ici en 2019, en mai 2019, c'était gratté. Donc il a tout nettoyé et il a injecté un liquide bleu dans les trompes pour vérifier si les trompes étaient bouchées ou non, quitte à déboucher si c'était bouché. Et il s'avère que les deux trompes sont bouchées par de l'endométriose et bien évidemment par la même texture, donc du calcaire. Et il m'a dit qu'il était hors de question d'opérer ça parce que le diamètre d'une trompe c'est un peu le diamètre d'un cheveu et vu la texture de l'endométriose c'était beaucoup trop risqué pour ma santé et pour mes organes de faire quelque chose. Donc en gros naturellement il était hors de... Enfin voilà, je ne sais pas avoir d'enfant naturellement. Donc là j'ai dû encaisser ça juste en salle de réveil. Bon après, salle de réveil, parfois on se dit est-ce que c'est bien réel ce qu'on a eu, etc. Ce qu'on nous a dit. Donc quand le chirurgien est revenu dans ma chambre, on en a reparlé. Donc il m'a dit exactement la même chose. Donc je n'avais pas rêvé. C'était bien ce qu'il m'avait dit en salle de réveil. Mais en même temps, je pense que je voulais pas trop y croire. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Et à mon rendez-vous post-opératoire, et bien là on en a reparlé. Il m'a demandé si je voulais être enceinte
Et en gros, il m'a bien fait comprendre que déjà naturellement, c'était pas possible. Et par fécondation in vitro et autres, que c'était très risqué parce que je suis atteinte d'adénomiose aussi et que le développement du fœtus, il pourrait ne pas être irrigué de la bonne façon, donc ça peut provoquer de multiples fausses couches, un risque de ne pas mener à terme la grossesse, un risque d'avoir un enfant handicapé, etc. Du coup, après toutes ces infos que j'ai eues, j'ai été en dépression pendant 2 mois. Parce que j'avais du mal à admettre et à accepter, je vais y arriver, et à accepter cette nouvelle. Ça va aller, ça va aller. Heureusement que j'ai pas fait de live. Et du coup, après les 2 mois d'absence, de dépression, voilà, à un moment donné, il faut se reprendre un petit peu en main et j'ai voulu reprendre le travail. Je travaille en crèche, donc je passe par le médecin du travail puisque j'ai été absente plus d'1 mois et donc du coup, il faut passer par la médecine du travail. Et là, je lui dis voilà, à mon avis, temps plein, ça va être compliqué, mais pourquoi pas en mi-temps médical. Et elle m'a dit non, que c'était pas possible, qu'il faut vraiment un certificat médical d'1 mois complet pour pouvoir bénéficier d'un mi-temps médical. Donc là, c'était où je retente de travailler temps plein, ou bien je me mets en maladie pendant 1 mois consécutif et pouvoir bénéficier après d'un mi-temps médical. Donc là, je me suis dit, bon, on était la semaine du 15 août 2019. Je me suis dit que j'allais tenter ces 3 jours, je vais voir un petit peu. Donc j'ai repris ce jour-là et ça a été très 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 compliqué. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un je suis entière. Quand je m'occupe des enfants, c'était avec passion, le cœur y était. Enfin, quand j'ai repris le travail ce jour-là, ça a été très 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 compliqué. Je n'arrivais pas à regarder les enfants. Je n'arrivais pas à accepter certains commentaires de parents qui peuvent paraître anodins et comme par exemple ce matin il a été difficile, allez-y, faites des gosses. Oui, j'aurais bien voulu, mais voilà, c'était trop, j'arrivais pas à supporter ça. Du coup je me suis arrangée avec ma hiérarchie pour faire les deux autres jours du mi-temps, mais en prenant sur mes heures de congé. Donc ça a été accepté. Donc les 2 autres jours, j'ai fait du mi-temps. Voilà, ça a été très très compliqué. Et du coup, je suis retournée chez mon médecin. Il m'a remis en maladie. En fait, je suis pas retournée comme ça chez le médecin pour le plaisir. C'est surtout que temps plein, je me rendais bien compte que c'était pas possible. Mi-temps médical, je rentrais pas dans les conditions pour. Et je ne pouvais pas me permettre, je n'avais plus assez d'heures de congé pour pouvoir faire un mi-temps en incorporant des jours de congé pendant 1 mois, 2 mois, etc. C'était impossible, j'avais plus assez d'heures. Du coup, je suis retournée chez mon médecin. Là, il m'a mis, donc je lui avais dit que la crèche allait fermer 2 semaines. Donc je me suis dit, si je suis en maladie 2 semaines, la crèche fermée 2 semaines, ça me fait 1 mois. Je rentre dans les conditions pour être en mi-temps médical. Donc on fait ça, j'abuse pas du congé maladie. Je retourne ensuite à la médecine du travail
Et elle me dit que non, je ne rentre pas dans les conditions parce qu'il faut vraiment que mon certificat couvre un mois complet. Donc voilà, c'était absolument pas possible. Donc il fallait vraiment que je retourne en maladie pour un mois complet. Donc chose que je fais. Et ensuite, après ce mois, je retourne de nouveau à la médecine du travail. Là, je tombe sur un autre médecin et directement, il me dit non, je suis pas d'accord. Je dis mais je comprends pas. Je rentre dans les conditions du mi-temps médical. Je comprends pas pourquoi vous voulez pas. Il me dit non, je suis pas d'accord. De toute façon, vous n'êtes pas encore prête à reprendre. Donc moi, je ne donne pas mon accord. Et là, j'ai commencé à pleurer. Mais pleurer pas pleurer par rapport à la situation, mais pleurer d'incompréhension. En fait, j'étais vraiment dans l'incompréhension de pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas que je reprenne. Et là, il m'a dit, ben, vous voyez, vous n'êtes pas en état. Donc là, encore plus, j'étais dans l'incompréhension. Soit je retourne chez moi, je me remets en maladie. Ah oui, il m'avait aussi parlé d'une reconversion professionnelle. J'ai dit, ouais, ok, enfin, j'étais un petit peu abasourdie par ce qu'il me dit. Donc, soit je retourne chez mon médecin, il me remet un mois en maladie pour toujours être dans les conditions d'avoir un mois de maladie complet. Je retourne à la médecine du travail. De nouveau, il veut pas. Il me reparle d'une reconversion professionnelle. Je dis, bon, ok, mais quoi, comment je fais? Comment est-ce que je mets en pratique ça? Parce que je suis en maladie, je suis toujours tenue par un contrat de travail avec mon employeur. Si je dois faire une reconversion professionnelle, ça veut dire que je dois peut-être suivre des formations, mais je suis toujours attachée à mon employeur, donc je ne veux pas être en problème avec mon employeur non plus. Si je sors de chez moi, il y a toujours le risque que le médecin contrôle passe pour vérifier, etc. Alors que quand on est en dépression, quand on a tout ça, ben, on demande justement de sortir de chez soi. Mais du coup, moi j'avais toujours cette peur d'avoir le médecin contrôle qui passe quand je ne suis pas là. Parce que du coup, il faut se rendre directement chez lui à une certaine heure, etc. Et là, il m'a pas aidé, rien du tout. Mais par contre, il ne voulait pas que je reprenne mon travail. Donc, de nouveau, je suis de nouveau en maladie. J'ai bien compris le message du médecin. Il faut que je fasse en tout cas que je ne peux pas reprendre mon travail en crèche. Ça, je l'ai bien compris. Mais comment faire pour pas être en difficulté avec mon employeur? Du coup, j'ai commencé à passer des appels. Évidemment, quand on téléphone à un service, on peut téléphoner au même service 2 fois d'affilée, avoir des personnes différentes et avoir des informations différentes. Donc là, j'étais complètement perdue. Personne ne m'a aidée. Il n'y a qu'une personne, Valérie, qui m'a aidée à comprendre certaines choses et elle a vraiment été un amour. Donc merci à elle. Mais à part elle, il n'y a vraiment personne qui a su m'aider et encore, elle était embêtée parce qu'elle ne savait pas m'aider complètement, savoir voilà, vers qui me tourner, quoi faire, etc. Du coup, j'ai continué à envoyer des mails, etc. Je me rends compte que j'harcelais les gens au téléphone, mais j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de savoir quoi faire. Parce que, en fait, je me suis renseignée sur une longue période d'absence. On risque d'être mise en pension anticipée. En 2019, j'avais 33 ans. Pension anticipée à 33 ans, j'ai envie de vous dire qu'on n'a rien. On a zéro. En plus de ça, pendant toute la période de maladie que j'étais, je suis tombée en indisponibilité. J'ai touché pendant 7 mois, oui, il me semble, 7 mois, j'ai touché 60% de mon salaire. Quand on a acheté une maison, quand on a des travaux, quand on a tout ça, toucher 60% du salaire, tout ça parce que la médecine du travail ne veut pas que vous repreniez, mais ne vous êtes pas non plus dans une réinsertion, que ce soit ailleurs ou chez le même employeur. Du coup, c'est moi par moi-même, j'étais pas aidée. Même le syndicat ne m'a pas aidée. Je vais vraiment être honnête. Même le syndicat que je paye tous les mois ne m'a pas aidée.
j'ai dû me décarcasser par moi-même. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne peut compter que sur soi-même pour y arriver. Donc, j'ai envoyé des mails et puis un jour, j'ai eu un retour où là, on m'a dit, la personne me dit, je fais le nécessaire, vous aurez des nouvelles rapidement. Je me suis dit, waouh, là, je suis impatiente, on va voir. Très rapidement, dans la même semaine de ce mail, on me contacte, le service RH me contacte pour me faire passer un entretien. Donc je passe cet entretien, j'ai des tests, etc. Et rapidement, on me dit que je suis prise pour ce poste dans l'administration. Et donc là, ça a été vraiment une renaissance pour moi parce que je suis partie de travailler en crèche à de l'incompréhension, pas d'aide. J'ai dû me débrouiller par moi-même pour trouver les informations. Et là, une reconversion professionnelle. Le 2 février 2020, j'ai commencé mon nouveau poste. En mars 2020, le Covid a fait son apparition. Donc, on était confinés, etc. Moi qui devais apprendre mon nouveau boulot. Une collègue qui allait partir à la pension, donc je devais reprendre son boulot aussi. Donc voilà, j'ai vraiment appris ce nouveau boulot sur le terrain. À part faire des dossiers d'études sur l'ordi, je n'ai jamais travaillé de ma vie sur un ordinateur. Donc tout ça, j'ai appris sur le terrain. Donc voilà, j'étais bien contente. Donc ça, en février 2020. En août 2020, je suis en vacances, donc toujours en traitement pas préménopause, en traitement ménopause artificielle. Donc où en fait je n'ai plus de menstruation, plus de douleur, enfin vraiment c'était une renaissance à partir de mon opération jusqu'à août 2020, puisque en août 2020, en vacances, j'ai des hémorragies avec douleur plus. Du coup, au retour de vacances, je reprends contact avec mon gynéco qui me dit que effectivement, tout ce qui est hormonal ne me convient plus et qu'il faudrait penser à une hystérectomie. Une hystérectomie, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'ablation de l'utérus. Donc, autant te dire, une opération irréversible, mais qui pourrait soulager énormément de choses. Et en plus de ça, comme j'avais fait le deuil de la maternité, parce qu'il était hors de question pour moi d'avoir un enfant ou risquer d'avoir un enfant handicapé, de risquer de mettre la santé de mon enfant en danger, de mettre ma santé en danger. J'ai fait tout un cheminement. Du coup, j'avais fait le deuil de la maternité. Je revivais avec cette ménopause artificielle jusqu'en août 2020, où là, tout est revenu et où on me parle de cette opération irréversible. Mon gynéco ne pouvant pas opérer, il me dit, donc il me donne les contacts d'un confrère à lui qui opère à Erasme. Donc moi j'ai toujours été suivie chez mon gynéco ou à Erasme parce qu'il travaillait en parallèle avec Erasme. Donc le contact avec ce nouveau gynéco chirurgien était... Je le sentais pas trop, mais je me disais, bon, peut-être qu'il va pouvoir m'aider, donc je peux comprendre, je suis jeune, faire une hystérectomie, c'est radical, c'est pas... ça ne va pas stopper l'endométriose, mais ça va soulager énormément. Enfin, soit, je vais chez lui. Il veut que je reprenne une pilule, donc un traitement hormonal. Donc, je lui ai bien dit que tout ce qui était hormonal ne me faisait plus d'effet. Donc, il a quand même voulu que je reprenne ça. Donc, j'ai repris une pilule.
Pardon, ça n'a pas été. Ensuite, il m'a represcrit une autre pilule. Ça n'a pas été non plus. Et puis, il m'a parlé du stérilet. Pareil, c'est hormonal, etc. Donc, soit il me place le stérilet. Ça a été juste une catastrophe. J'ai crié, moi qui ai vécu énormément de choses durant toute la procédure depuis 2019, etc. Les examens et tout, voilà, c'était pas très agréable. J'ai toujours pris sur moi. J'ai jamais crié, je suis pas comme ça. Là, j'ai eu un cri qui est sorti. Je me suis excusée parce que c'est pas moi. Mais en fait, comme j'ai de l'adénomiose dans l'utérus, le stérilet, ça se place dans l'utérus. En fait, ça a pincé des nodules d'endométriose. Et donc là, ça a été vraiment la descente aux enfers depuis ce jour-là. Parce que j'avais des saignements, j'avais des douleurs, j'étais pliée, j'avais l'impression que mes tripes allaient sortir parce que j'avais énormément mal, mais vraiment, j'ai jamais eu une douleur comme ça. J'ai cru que je faisais un rejet. Je l'ai appelé, il m'a dit que, enfin, il me croyait pas plus que ça. Déjà, au son de sa voix, il me croyait pas que j'avais autant mal. À mon avis, il comprenait pas la douleur qu'une femme atteinte de cette maladie pouvait avoir. Et il m'a dit de patienter. Du coup, tous les mois, je l'appelais parce que tous les mois, j'étais dans la même situation. J'avais les douleurs, les hémorragies, etc. Il me disait de patienter, de patienter, de patienter, de patienter. Effectivement, c'est pas pour rien que on nous appelle des patientes ou des patients. Soit, en même temps que de patienter, on souffre. Ça, il faut retenir aussi. Et la maladie évolue de plus en plus. Donc, voilà. Et là, il me dit, effectivement, donc après 7 mois, ouais, c'est ça, après 7 mois de souffrance due au stérilet, il a reconnu que ça ne me faisait pas d'effet et que il m'a envoyé chez une psychologue pour discuter d'une hystérectomie. Donc j'ai pris rendez-vous avec la psychologue, j'ai été au rendez-vous, on a discuté, j'ai refait des IRM, j'ai repris rendez-vous pour avoir les résultats de l'IRM, etc. Et mon gynéco m'avait dit, comme ils travaillent tous les deux à Erasme, de prendre un rendez-vous avec les 2 médecins. Donc, c'est ce que je fais. Après, je ne suis pas dans le corps de la personne qui travaille au secrétariat pour prendre les rendez-vous. En tout cas, je sais que j'ai demandé un rendez-vous avec les 2 médecins. Je suis arrivée à mon rendez-vous à Erasme, en sachant que je mets 1 heure pour arriver sur place. J'avais rendez-vous à 9h. Mais j'habite, en fait, je dois passer par les 4 bras de Tervuren et en général, à partir de 6h40, 45, c'est bien bouché. Donc, je suis partie de chez moi à 6h. Je suis arrivée à Erasme à 7h pour mon rendez-vous de 9h. Pour que, au final, donc mon gynéco me prend dans le couloir pour discuter un petit peu. Il avait mon protocole, il avait tout en main. Il va voir l'autre médecin qui lui me dit donc dans la salle d'attente, donc il y avait tout le monde, enfin toutes les personnes qui étaient dans la salle d'attente et dans les couloirs qui entendaient, et il me dit: madame, je vais pas pouvoir vous prendre aujourd'hui, il faut reprendre un rendez-vous. Je me lève, je dis: pardon, c'est une blague. Non, vous pensez que je vais vous prendre comme ça entre 2 patientes? Je dis: non, il est hors de question que vous me preniez entre 2 patientes. J'ai un rendez-vous avec les 2 médecins. Il me croyait pas. Je dis: j'ai une confirmation par SMS, j'ai une confirmation par mail. Il me dit: oui, mais de toute façon, j'ai du retard, etc. Je lui ai juste dit: oui, mais en même temps, vous avez toujours du retard
Il faut savoir que quand j'avais des rendez-vous avec lui, il était toujours en retard. Et en 5-10 minutes max, le rendez-vous était fini. Donc pour un expert en endométriose, il n'est pas du tout expert parce qu'il n'a rien compris de la maladie, je pense. En tout cas, c'est pas un médecin que je recommanderais, ça c'est clair et net. Donc, j'étais vraiment bien énervée parce que j'avais dû prendre congé la matinée pour pouvoir aller à mon rendez-vous, pour retourner au travail après, etc. Donc, c'est vraiment une organisation. Donc, qu'un médecin vous dise ça, voilà. J'étais bien énervée. Donc, je prends le rendez-vous qu'on me propose, mais en même temps, je me suis dit, ouais, il m'en a assez fait voir de toutes les couleurs, celui-là. Je vais aller chez un autre gynéco. Donc, moi, dans mon quartier à moi, donc j'habite en Brabant Wallon, je connaissais pas trop. Moi, j'étais tout le temps chez mon gynéco de famille, qui travaille aussi à Erasme, etc. Donc, moi, c'était vraiment lié Erasme et mon gynéco de famille. Donc, je demande à mon médecin traitant si il connaîtrait pas un gynéco qui est chirurgien et qui opère de ça, ou en tout cas qui pourrait m'aider. Donc, mon médecin se renseigne, il me donne les coordonnées de quelqu'un. Je vais au rendez-vous. J'ai eu 2 rendez-vous avec lui. On a énormément discuté. On a fixé l'opération au 2 janvier 2023. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai été opérée. Voilà. Donc, jour de l'opération, j'ai été la première à être opérée le 2 janvier à 8h. Et donc, une de ses assistantes est venue me voir dans la chambre après l'opération. Et elle m'a dit l'opération a été très compliquée. Elle a duré, donc il avait compté 3 heures pour vraiment compter large, pour avoir le temps de faire les choses sans être dans le stress. L'opération a duré quasi les 3 heures. Ça a été très compliqué. Il y avait énormément d'adhérence. Je lui ai demandé d'ailleurs, j'ai quoi, ça s'est pas vu à l'IRM. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait il y a des choses, et c'est ça aussi le message que je veux vous faire passer, c'est qu'il y a des choses qui ne se voient pas à l'IRM. Les adhérences, donc l'endométriose se voit, les nodules d'endométriose se voient. Aux IRM, aux échographies, etc., ça se voit. Mais tout ce qui est adhérence ne se voit pas à l'IRM. Et en fait, quand ils ont opéré, donc ça a été fait par laparoscopie, donc par trou dans le ventre, ils ont vu l'ampleur. C'était exactement la même texture qu'en 2019, donc une texture de calcaire. Ici, ça a été plutôt, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas encore eu mon rendez-vous post-opératoire, donc peut-être que je rectifierai des choses par la suite ou pas si ce que je vous ai dit est juste. Mais par déduction, je pense que ça a été fait en brûlant. Mais ça a été très compliqué. Ils ont tout fait pour sauver mon ovaire gauche et malheureusement, ils n'ont pas su sauver mon ovaire gauche. En fait, toute la récidive que j'ai eue et l'ampleur que ça a pris, là maintenant, c'est vraiment entre août 2019, août 2020, pardon, et jusqu'au 2 janvier 2023. Donc durant... ouais, voilà. Donc durant toute cette phase-là, tous les traitements que j'avais retentés, les hémorragies que j'ai eues, les douleurs que j'ai eues, en fait, c'était vraiment tout ça qui revenait et encore plus. Donc, ils n'ont pas su sauver mon ovaire gauche. Donc, j'ai eu une ablation de l'ovaire gauche. J'ai eu une ablation de l'utérus et du col de l'utérus.
Et j'ai toujours mon ovaire droit, donc qui fait que mon ovaire droit est bien, il produit bien les hormones, etc. Donc je n'ai plus de traitement à prendre. Je ne devrais plus du coup avoir de menstruation puisque je n'ai plus d'utérus. Donc je n'ai plus d'adénomiose, puisque l'adénomiose, comme je vous ai dit, c'est vraiment dans le muscle, dans l'utérus. Donc ça, cette maladie-là, elle est partie. Par contre, je dois vraiment bien garder à l'esprit que l'endométriose peut revenir, en fait c'est une maladie hormonale. Qui dit maladie hormonale, ben, tant que vous avez des hormones, eh bien ça peut encore revenir. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas retiré l'ovaire droit? Tout simplement parce que je suis jeune, je n'ai que 35 ans, que le fait de retirer les ovaires, du coup, ben, on retire tout ce qui est hormonal. Du coup, ben, c'est ménopause avec tous les risques que produit la ménopause aussi. Donc la ménopause qui en général arrive vers 50 ans, je crois, un truc du genre. Donc ostéoporose, etc. Ce sont toutes des maladies liées à la ménopause. Donc si je suis en ménopause réelle à 35 ans, ça veut dire qu'à 35 ans, je risque d'avoir problème cardiaque, problème d'ostéoporose, etc. C'est beaucoup trop jeune. Donc le but, c'était vraiment que je garde les deux ovaires et d'avoir les hormones par les ovaires. On a dû retirer le gauche, donc le droit va faire l'affaire. Et donc on m'a tout retiré. Et il faut savoir que quand ils retirent le col de l'utérus, en fait, vous avez l'utérus, le col de l'utérus, le vagin. Quand il y a un bébé qui doit passer, le col de l'utérus s'ouvre pour faire passer le bébé. Donc moi, on m'a retiré l'utérus, on m'a retiré le col de l'utérus. Donc ça veut dire que j'avais un trou. Donc ils ont dû vraiment reboucher, coudre à l'intérieur. Donc maintenant, je suis à l'heure actuelle toujours en convalescence. Donc au niveau du ventre, donc ça a été fait par laparoscopie, donc par des trous. Ça a été collé. Donc j'ai deux fils. J'ai déjà de la colle et un fil qui est parti. Il me reste encore un fil. Donc tout il me semble bien. Maintenant, il est très important que à l'intérieur tout soit bien cicatrisé, etc. avant de reprendre une vie normale, de pouvoir porter, de pouvoir reprendre une vie active, etc. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours en convalescence. Le 15 février, j'ai mon rendez-vous post-opératoire. Donc là, je retourne voir le chirurgien en gros. Et on voit que tout se passe bien. Et j'ai mon certificat jusqu'au 17 février. J'ai un doute si j'ai dit juin ou février. Enfin, soit. Donc 15 février, rendez-vous post-opératoire. Le 17 février, fin de ma convalescence. Et normalement, si tout va bien, je reprends le travail le 20 février. Donc, oui, effectivement, ça fait une longue convalescence. Puisque j'ai été opérée le 2 janvier. Je suis restée à l'hôpital 2 jours parce que j'étais plutôt bien. Donc j'ai pu rester 2 jours à l'hôpital. En rentrant, je devais me faire des piqûres dans le ventre. Donc là, les piqûres sont terminées aussi. Donc là, c'est vraiment une convalescence. Pour que à l'intérieur tout se remette bien comme il faut. Donc voilà un petit peu mon histoire. Donc moi, le message que je veux absolument vous faire passer aujourd'hui, c'est vous parents, mère, père, peu importe. Si vous avez une fille, une jeune ado qui se plaint lors de ses menstruations, ne prenez pas ça à la légère.
consultez, faites des examens, même si quand on est jeune, c'est pas une maladie qui se voit facilement, mais gardez à l'esprit ce risque d'endométriose parce que ce n'est pas rien, ça engendre énormément de soucis. Et voilà, nous, de mon côté, je n'ai jamais pensé que ça pouvait être aussi grave, et du coup j'ai dû faire le deuil de la maternité, faire le deuil par choix et un peu par obligation, dans le sens où après chacun fait agit de la façon qu'il veut, et le choix que chaque personne fait, c'est pas spécialement le meilleur choix, comme c'est pas le mauvais choix non plus. Tout dépend de vous, de ce que vous voulez. Et moi, il était hors de question que je mette la vie d'un futur enfant en danger, par envie absolue d'avoir un enfant. Moi, je voulais avoir un enfant de préférence naturellement, ce qui n'était pas possible. Et même par fécondation in vitro, ou autre, hein, par PMA, il y avait toujours ce risque déjà de fausses couches multiples. Donc c'est aussi une souffrance, c'est des hormones qu'on s'injecte au quotidien, c'est des traitements lourds quand même, il ne faut pas se le cacher, pour risquer, parce que là le médecin m'a bien dit que je risquais d'avoir des grossesses, des fausses couches à répétition, que ça allait pas prendre facilement, toujours le risque que si ça prenne, que le fœtus ne puisse pas se développer correctement, le risque de ne pas pouvoir mener à terme une grossesse, le risque, enfin voilà, il y avait énormément de risques pour moi, pour ma santé et pour le bébé. Donc par choix un peu forcé, j'ai préféré mettre mon désir de grossesse, mettre mon désir de maternité de côté, de pouvoir profiter de la vie. Alors bien évidemment, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment ce choix a été fait à deux. On a accepté ce choix à deux. Je ne l'ai pas pris toute seule. Mon compagnon était, enfin voilà, c'était son... On en a beaucoup parlé, bien évidemment. C'est en couple que ça se décide. Et vu la souffrance que j'avais au quotidien, on a tous les deux préféré partir sur une vie sans enfant, mais une vie meilleure, une vie de couple meilleure. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que cette maladie n'a pas un impact sur l'intimité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une maladie qui a, dû aux douleurs, dû au fait aussi que moi j'avais pas que l'endométriose, mais l'adénomiose aussi. C'est énormément de douleurs au moment de rapport aussi. Donc finalement notre vie de couple était... enfin, ça a été compliqué. Donc voilà, par choix à deux, on a préféré faire le deuil de la maternité, de se construire une vie sans enfant. Je fais pas cette vidéo pour me plaindre ou quoi que ce soit, absolument pas. Je ne suis pas comme ça, je ne me suis jamais plainte. En plus, il y a des personnes qui ne sont pas au courant de ma situation, qui ne sont pas au courant de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, etc. Et encore, ma maladie, elle n'est pas terminée. Ma maladie, elle est toujours là. L'endométriose, elle est toujours là. Ok, l'adénomiose, cette maladie-là, elle est partie avec l'hystérectomie. Mais je suis toujours atteinte d'endométriose. Donc, je sais que
des douleurs, je peux encore en avoir. L'endométriose peut encore évoluer, peut encore toucher d'autres organes. Donc ça, je garde à l'esprit aussi. Donc ne pensez pas que ça a été facile de faire ce choix, surtout que c'est pas fini. donc voilà, c'est un choix de vie pour ne pas avoir d'enfants. Et oui, j'ai voulu penser à avoir une plus belle, espérer en tout cas, une plus belle vie et une vie plus épanouie à tout niveau. Voilà, à l'heure actuelle, est-ce que je regrette l'opération? Non. Après, on verra bien par la suite, parce que comme je vous dis, l'endométriose est toujours là. Donc, à voir. Maintenant, je sais que une des deux maladies est partie. Donc voilà, ça, je suis plutôt contente. Mais voilà, donc j'avais besoin de vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu, de mon histoire, de mon parcours, de mes maladies, de la maladie qui me reste, puisque c'est pas fini comme je vous ai dit, c'est un combat acharné. Et ne pensez pas qu'une personne que vous connaissez qui est atteinte d'endométriose a exactement les mêmes souffrances qu'une autre personne. La maladie a des stades différents. Il y en a c'est pris au début, il y en a c'est pris trop tard. Ça dépend un petit peu. On peut pas juger ça. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire passer ce message-là parce que en plus de ça, c'est une maladie inflammatoire. Comme plein d'autres maladies, c'est inflammatoire. La fibromyalgie, le psoriasis, si vous êtes atteint de psoriasis, c'est une maladie inflammatoire. L'arthrose, l'arthrite, enfin tout ça, ce sont des maladies inflammatoires. Maladie inflammatoire, on peut atténuer certaines douleurs par l'alimentation. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo un peu de présentation et d'explication. Parce que la suite de ce que de ce que je vais vous partager, ça va être vraiment en lien avec ce que j'ai vécu, mon parcours, ma maladie, l'alimentation anti-inflammatoire, les compléments alimentaires qui m'ont sauvée. J'avais des douleurs et ça m'a soulagée par le fait de consommer des fibres, ça m'a soulagée aussi parce que mon intestin était vraiment emballé par était comprimé par des adhérences et du coup niveau intestinal c'était pas glorieux non plus. Donc là, les fibres, les compléments alimentaires m'ont beaucoup aidé. Donc j'ai envie de vous apporter et d'aider les personnes pas que atteintes d'endométriose et d'adénomiose, mais qui sont peut-être en souffrance quotidienne due à quelle qu'elle soit la maladie inflammatoire. Mais il y a des choses qu'on peut mettre en place pour soulager ces douleurs. Moi, on m'avait parlé à un moment donné, parce que j'avais des grosses douleurs au niveau du bas du dos. J'ai encore un petit peu de douleur, mais ça s'améliore quand même. On m'avait parlé d'infiltration et j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que c'est injecter un produit. J'ai déjà eu des infiltrations et c'est pas pour autant que les infiltrations m'ont aidé. Donc si par l'alimentation, par des compléments alimentaires, on peut soulager des douleurs, ben moi je dis oui. Et en plus de ça, je vais aussi vous dire, bon là je suis un petit peu maquillée. Prendre soin de soi, se maquiller, ça fait aussi partie un peu de la thérapie, dans le sens où quand on n'est pas bien, ici on m'a retiré une part de féminité. Après, ça ne fait pas toute la féminité, mais on m'a retiré une part de féminité. Et pour pouvoir me reconstruire correctement,
mais j'ai pris conscience qu'en fait, il faut que je prenne soin de moi par l'alimentation, par le sport que je ne peux pas encore faire et que j'aimerais bien refaire dès que je peux, mais aussi par le fait de me sentir belle, de me maquiller, de me préparer, de me sentir femme. C'est important quand on vit des choses comme ça. Et même quand on est en dépression, je sais que quand on est en dépression et qu'on sort et qu'on se force un petit peu à se maquiller, à se préparer, et qu'on croise des gens ou des collègues, quand on est en dépression, quand on n'est pas bien, quand on est en maladie, je parle pas de grippe ou autre, hein, je parle vraiment, oui, dépression, et qu'on sort parce qu'on a besoin de sortir, parce que c'est recommandé aussi de sortir, ça fait partie de la thérapie, de sortir de chez soi, le fait de se préparer, etc. Les gens qui savent que, parce que ce sont des collègues qui savent que vous êtes en maladie et que vous allez vous montrer ou que vous allez publier des choses sur les réseaux ou que vous allez vous maquiller ou que vous allez vous préparer, être jolie, etc., aller au resto, peuvent se dire, purée, elle est malade, qu'est-ce qu'elle fait, un post, qu'est-ce qu'elle fait, une vidéo, pourquoi est-ce qu'elle sort au resto, pourquoi est-ce qu'elle se maquille, elle est en maladie, elle n'est pas malade en fait. Mais ça fait partie de la thérapie. Moi là, à l'heure actuelle, je ne suis pas malade. Je suis pas malade, je suis en convalescence parce que j'ai été opérée, parce que la convalescence dure longtemps pour être sûr que tout se cicatrise bien. Mais les sorties, le bien-être, le fait de se sentir jolie, le fait de sortir entre copines ou peu importe, tant que vous le sentez, que vous le sentez comme ça, ça fait partie de la thérapie, ça fait partie de la guérison. Parce que rester enfermé chez soi ne va pas vous aider à aller mieux. Et surtout quand on parle de maladies, encore une fois, je ne parle pas de grippe ou autre, hein. Quand on a une grippe, une bronchite ou quoi, on reste chez soi, on n'a pas à sortir. En plus de ça, c'est mis sur le certificat sortie interdite. Donc on n'a pas à sortir ou à se préparer. Mais si c'est une dépression, une convalescence, un cancer, peu importe, faites les choses qui vous sentent pour vous sentir bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas fait énormément de live, de vidéos, de trucs comme ça, parce que j'avais toujours cette peur en me disant mais mes collègues vont voir les vidéos, vont voir les publications, etc. Et je suis en maladie. Mais en fait, je suis pas malade, je suis en convalescence. Je dois me remettre d'une opération qui a quand même été compliquée psychologiquement. C'est quand même, on parle d'ablation d'utérus, col de l'utérus et ovaire. Donc ce n'est pas rien, ça touche la féminité, donc bien évidemment que j'ai envie de prendre soin de moi, de me sentir féminine. Donc voilà, cette vidéo je la poste maintenant, mais de toute façon je ne peux pas reprendre le travail maintenant, et encore une fois je ne suis pas malade. Je suis ici, je finis la vidéo, je sais qu'après je vais refaire une sieste parce que j'ai encore cet effet de l'anesthésie où je suis encore un petit peu fatiguée. Voilà, j'arrive pas à me... D'ailleurs, ça se voit, je me rends compte que ça se voit à la vidéo, et tant pis, je passe un petit peu du coq à l'âne. Mais parce que je n'arrive pas à avoir bien mes idées claires pour certaines choses et à avoir une bonne ligne de conduite et pouvoir me concentrer longtemps sur un truc. Ici, je vois que là, la vidéo, on est à 50 minutes 45. Voilà, et je sais que je suis passée du coq à l'âne, donc j'espère. Merci à vous si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de votre santé, ça c'est hyper important, et surtout ne négligez
ne négligez pas les douleurs des femmes qui souffrent. On ne sait pas ce qu'elles ont, elles ne veulent peut-être pas en parler. Moi, j'ai jamais été vraiment à en parler, mais si on m'en parle, je ne suis pas à cacher ce que je vis. Je suis plutôt ouverte, mais je ne vais pas en général parler directement à quelqu'un de ce que j'ai. Mais ici, je voulais vraiment vous faire passer plusieurs petits messages. J'espère que vous l'aurez compris. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et puis si ça peut aider, battez-vous. Ne comptez pas sur les autres, que ce soit syndicat, boulot ou peu importe. Voilà, là je vous ai raconté vraiment toute mon histoire, tout mon parcours. J'espère que ça vous aura appris des choses et surtout à vous. Faites les choses pour vous. Battez-vous pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe en fonction de quand vous allez voir cette vidéo. Et voilà, à très bientôt.